Bienvenue sur Clapotis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 consacré à l'œuvre intégrale de Manon Lescaut de l'abbé Prévost avec notre spécialiste Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, tu nous proposes de nous focaliser, nous centrer sur quand même cette jeune femme, cette jeune fille, de ce personnage qui est Manon. Et on va poser une question qui permettrait aussi de guider des réflexions dans une dissertation. Est-ce que Manon Lescaut, c'est un personnage en marge ou pas, si on reprend aussi le titre du parcours associé? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Et tu as beaucoup de choses à dire sur ce personnage, Anthony. Oui, alors effectivement plusieurs choses, dont le premier fait, c'est que l'histoire de ce roman est une histoire longue et pleine de péripéties. Quand je dis histoire, c'est l'histoire littéraire. On sait que au départ, l'histoire, le titre n'était pas Manon Lescaut, mais que ça renvoyait à l'histoire du chevalier des Grieux et Manon Lescaut. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, il y a eu une reconcentration sur ce personnage féminin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, jusqu'à nos jours, puisque je crois qu'il existe des variantes très très actuelles de Manon Lescaut sur certaines plateformes. Jusqu'à nos jours, l'histoire de Manon a été réécrite, réactualisée, à tel point qu'on peut dire que c'est devenu un mythe littéraire. Donc pourquoi ? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi, de ce petit roman, on a pu aboutir à une réactualisation presque constante de l'histoire de cette jeune femme. Alors, effectivement, il y a plusieurs aspects. Premier aspect, le fait qu'on soit en face d'un personnage problématique. Je vais me permettre une opposition avec un autre personnage romanesque très connu. Quand on lit La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, on voit bien que le personnage principal, au départ, est un personnage idéal, en quelque sorte, et qui va devoir résister à sa passion. Donc, il y a une vision idéalisée d'un personnage au départ. Ici, les choses sont quasiment inverses. C'est-à-dire que très rapidement, on voit bien que Manon a des comportements qui ne sont pas, entre guillemets, vertueux. Le mot vertu étant fondamental. Dès le départ, on voit très bien qu'elle est attirée par les plaisirs. Le mot est dans le texte. Les facilités de la vie, l'argent et les bijoux. Donc tout ce qui a à voir avec une vie, là encore, avec des guillemets, de luxe. Donc tout ça crée un problème. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage qui a comme volonté d'avoir une vie facilitée, tout en étant passionné par un homme qui, lui, est constamment mis dans la difficulté par rapport aux tentations de Manon. Donc on voit bien qu'on a un personnage qui est ambigu. Personnage qui est aussi à la marge, puisque les deux amants, qui, faut-il encore le rappeler, sont très très jeunes, ils ont moins de 18 ans au début du roman, donc ce sont des personnages qui vont être mis au banc de la société. Je pense que la marge, c'est l'idée qu'on est hors des conventions sociales et hors des groupes sociaux traditionnels, des personnages qui sont donc mis à la marge parce que leur passion les amène à se sortir de comportements, de situations acceptables. Alors ensuite, Manon, c'est un personnage étrange, parce que, il faut bien le préciser, on ne la voit et on ne l'entend que par les yeux et la parole du narrateur personnage, c'est-à-dire des Grieux. Autrement dit, si on voulait dire les choses de façon très factuelle, si on mettait par exemple Manon en procès, on se rendrait compte que le roman ne nous permet pas d'assurer ce procès, puisqu'elle n'a pas véritablement la parole, ou très peu, la plupart de ses propos étant narrativisés par des Grieux. Donc ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Manon, on sait très peu de choses sur elle. On connaît très peu d'éléments sur son enfance. On a très peu d'éléments sur sa famille.
en sachant que le membre de sa famille qu'on connaît le mieux, c'est son frère, Lescaut, qui s'avère être un personnage douteux. Donc ça ne crédite pas le personnage en matière de vertu. Donc on connaît très peu de choses sur elle, on connaît même très peu de choses sur sa beauté. Parce que on nous dit tout le temps que Desgrieux nous dit tout le temps qu'il est fasciné par ce personnage, mais quand on regarde bien les choses, on a très très peu d'éléments descriptifs. Objectivement, il n'y a pas de portrait de Manon. Comme si Desgrieux et la voix de son maître, si j'ose dire, c'est-à-dire l'abbé Prévost, comme si Desgrieux se plaisait à laisser Manon dans un certain mystère. Ce qui ne fait que troubler d'autant plus le lecteur. C'est assez intéressant ça, hein, parce que dans beaucoup de romans, on va retrouver, dont La princesse de Clèves, on a des descriptions, notamment de la jeune femme qui est mise en avant dès le début du récit. Là, c'est pas du tout le cas. Donc ça crée certainement un élément problématique. Par ailleurs, il faut parler de son comportement. Elle se donne à des hommes, et particulièrement à des hommes âgés. Hein, c'est ce qui est bien mis en avant dans le récit. On parlera de vieillards, d'hommes à la mauvaise mine. Donc des hommes qui n'ont comme avantage que d'être désireux de Manon et d'être prêts à faire n'importe quoi et de lui donner n'importe quoi pour obtenir ses faveurs. Donc il y a une très grande immoralité dans cette histoire. Il faut savoir que dans le roman du XVIIIe siècle, c'est assez commun. Hein, quand vous lisez, et même les récits courts de Voltaire, je pense au conte philosophique, et je pense particulièrement à l'ingénu. Dans l'ingénu, quand on veut avancer pour une femme, quand on veut qu'on a une demande et qu'on souhaite avoir une réponse positive, bien malheureusement, il faut aller jusqu'à une forme de prostitution. Hein, les mots sont clairs. Et là, ça place clairement, par rapport au titre de notre parcours associé, le personnage en marge. D'ailleurs, rappelons-le, hein, au tout début, Manon est découverte par Desgrieux enchaînée, puisqu'elle est considérée comme une femme de mauvaise vie, et ces femmes de mauvaise vie, pour certaines, étaient envoyées dans des terres appartenant à la France, outre-mer, hein, c'est-à-dire ça pouvait être particulièrement en Amérique. Alors, ce personnage féminin qui quand même nous pose question, tu as bien presque mis en place une sorte d'opposition entre la princesse de Clèves, roman XVIIe siècle, donc qui est présentée comme une héroïne classique. Elle, pour autant, est-ce qu'on peut la qualifier d'héroïne ou peut-être de personnage qui va annoncer les anti-héros, hein, sans faire d'anachronisme, mais est-ce qu'elle est en marge et donc elle peut se définir comme anti-héroïne ? Alors là encore, il faut se mettre en fonction, il faut se placer en fonction de la réception de ce personnage à l'époque. Oui. Il y a beaucoup de personnages féminins, notamment qu'on trouve dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau, qui sont des personnages féminins qui résistent à leur passion, qui résistent à leur désir. Donc ça, ce sont des personnages qui seraient des personnages valeureux sur le plan moral. Inversement, on a aussi des personnages qui, comme Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, sont plutôt, entre guillemets, du côté du vice. Et Manon, on sent qu'elle est entre les deux. C'est un personnage qui est, malgré elle, attiré par ce qui est fastueux, ce qui est beau, ce qui est luxueux. Donc un personnage qui ne dirige pas son existence a priori sur des valeurs fortes morales. Alors de là à dire que c'est de là à questionner, hein, est-ce une héroïne ou une anti-héroïne, moi j'ai envie de dire qu'on est en tension entre les deux, parce que elle a quand même une constance. Sa constance, c'est l'amour profond qu'elle a pour Desgrieux. Alors au début, le lecteur peut s'interroger, est-ce qu'elle joue pas la comédie, voilà. Mais finalement, quand on lit le roman de bout en bout, on se rend compte qu'il y a vraiment une réitération de ce message d'amour, où elle dit constamment qu'elle l'aime, qu'elle serait prête à mourir pour lui, elle est prête à le faire, et au fond, elle est dans cette constance-là. Donc de ce point de vue, elle est quelque part une héroïne tragique,
au sens où elle va mourir à la Bien fin de sûr. l'histoire avec une sorte de fusion avec son amant. Donc là, de ce point de vue, ça pourrait fonctionner. Après, anti-héroïne, évidemment, parce que c'est un personnage qui n'est pas, d'abord, qui est, je dirais, un peu l'objet de l'action et pas forcément le sujet, puisque c'est Des-Grieux qui fait tout. Elle ne fait que s'attirer les faveurs des hommes, elle ne fait que s'assurer un train de vie plus satisfaisant, et de fait, c'est un personnage qui est soumis en permanence à la critique et au jugement du lecteur, qui ne la trouve pas forcément si admirable que ça tout au long. Et j'ai presque envie de dire qu'il faut attendre les dernières pages pour se dire, bon, voilà, finalement, on comprend mieux son évolution et son désir de liberté, en sachant quand même qu'on a un mystère. On ne sait pas d'où ça part. On ne connaît pas son enfance. On ne connaît pas la première partie de sa vie. Et là, évidemment, ça ouvre toutes les pistes. Pourquoi se résout-elle à la prostitution? Parce qu'il faut quand même le dire, son frère fait des allusions à quelque part cette prostitution très précoce dans son existence. Hein. Et il n'a pas de doute sur le fait que sa sœur a été très vite attirée par le luxe et que très vite des vieux monsieur fortunés se soient intéressés à elle. Ouais. Donc on retrouve en fait cette part de mystère qui laisse la part au lecteur pour construire une partie des pages blanches que le narrateur, l'auteur nous laisse volontairement. Et donc on retrouve peut-être l'idée que tu évoquais au début, en parlant de façon très intéressante de l'idée d'un procès. Peut-être que c'est justement le lecteur qui sera le seul juge de construire son opinion définitive à la fin du roman. Donc en fait, on ne répond ni à l'idée de c'est une héroïne, on n'est pas dans l'affirmation, ce n'est pas une anti-héroïne, c'est effectivement l'entre-deux. Et je pense que ça, c'est un aspect que les jeunes pourront évoquer dans leur dissertation. Exactement, c'est un aspect important et je voudrais juste rebondir sur un terme que j'ai employé et que tu as repris, c'est le terme procès. Parce que en réalité, quand on parle de procès, il faut bien comprendre que c'est une mise en jugement. Et la mise en jugement, pour Manon, elle a existé au moment où l'abbé Prévost publie son livre pour la première fois et tout au long de l'histoire de ce livre et de ses adaptations. Constamment, ce serait comme si on se réemparait du personnage et qu'on réinterrogeait et qu'on remettait en procès cette histoire. D'ailleurs, je voulais te signaler la publication il y a plusieurs années, puisque c'était en 2019, un livre qui pourrait être intéressant, c'est un roman qui pourrait être intéressant pour les élèves, qui s'intitule « Je voulais juste être libre ». Je voulais juste être libre, qui est écrit par Claire Gratias, Gratis, donc c'est en poche, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une réactualisation de l'histoire de Manon. Et où on est véritablement dans une enquête et où on va essayer de comprendre la personnalité de ce personnage qui reste, je répète, excessivement énigmatique dans le livre de l'abbé Prévost. On mettra la référence en lien avec l'épisode, bien sûr, ce qui nous permettra, dans l'épisode suivant, d'évoquer avec toi, Anthony, les autres personnages quand même du roman, parce que bien sûr, on s'est focalisé à juste titre sur Manon, mais il y en a bien d'autres qui vont donner aussi du sens au roman. Donc encore une fois, merci Anthony, et on se retrouve au prochain épisode de Clapotis. Merci Cécile.